Bonjour, c'est Clara Grouzis pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Fin avril, le président américain Donald Trump célébrait les 100 premiers jours de son mandat à la tête des États-Unis. Déploiement de l'armée à la frontière, arrestation, expulsion de migrants clandestins, ce début de mandat a été fortement marqué par la lutte contre l'immigration, illégale, mais pas seulement. Aujourd'hui, dans Code Source, Mehdi Bouzouina, correspondant pour Le Parisien aux États-Unis, dresse un premier bilan de la politique migratoire de Donald Trump. Tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many people. Le 29 avril dernier, le président des États-Unis Donald Trump célébrait les 100 premiers jours de son second mandat. À cette occasion, il a fait installer le long de l'allée qui mène à la Maison-Blanche, là où les journalistes sont obligés de passer avec leurs caméras, une mise en scène agressive. Mehdi Bouzouina, qu'est-ce qu'on pouvait voir dans les jardins de la Maison-Blanche ce jour-là ? Alors ce jour-là, on a une centaine de panneaux qui ont été plantés au bord de la chaussée. Et sur certains de ces panneaux, on voit des photos de personnes dans leur voiture qui reprennent les codes en fait des mugshots et des photos judiciaires. Et en fait, ces personnes sont présentées comme des illegal aliens, des immigrés illégaux, un mot assez connoté politiquement, présentés comme étant en situation irrégulière en fait sur le sol américain. On a la mention arrested, donc arrêté, suivie du crime supposé, meurtre, agression sexuelle, trafic de drogue. Clairement, c'est une manière de connecter immigration illégale et criminalité, et aussi de mettre en avant les progrès de l'administration Trump sur ces sujets-là. On va revenir sur cet événement et sur le bilan migratoire de Trump après 100 jours à la tête des États-Unis. Mais d'abord, faisons un retour en arrière. 2016, Trump est élu à la tête du pays pour un premier mandat. Il a fait de l'immigration un de ses thèmes de campagne, et cela va contribuer à son élection. Le thème principal de Donald Trump dans cette campagne de 2016, c'est l'immigration. Il a des mots très durs envers les immigrés illégaux. Il va les qualifier de violeurs, de voleurs. Il faut savoir qu'à ce moment-là, l'immigration est un thème extrêmement sensible aux États-Unis. Depuis la crise financière de 2008, on a clairement une grande partie des Américains qui remettent la faute de cette insécurité économique qu'ils ressentent sur les immigrés. Clairement, ça fait un petit moment déjà que les candidats à des élections, qu'elles soient locales ou nationales, font campagne sur ce thème. Dès son investiture, le 20 janvier 2017, le républicain décide de signer un décret qui interdit aux ressortissants de 7 pays à majorité musulmane d'entrer sur le territoire américain. Ce texte, qui signe très rapidement dès son arrivée à la Maison-Blanche, s'appelle le Muslim Ban, il est surnommé le Muslim Ban. Il va interdire l'entrée à des ressortissants de 7 pays à majorité musulmane, l'Irak, l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen, et ce pendant 3 mois. Ça a beaucoup surpris parce qu'en fait, ça visait aussi des personnes qui avaient des visas valides, voire des demandeurs d'asile en cours de procédure, et même des personnes qui avaient une carte verte, donc qui étaient résidents permanents et qui à ce moment-là étaient potentiellement allés voir leur famille dans leur pays d'origine. En 2018, il est critiqué par l'opposition pour sa politique dite de tolérance zéro. Des enfants de migrants se retrouvent enfermés et séparés de leurs parents. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Cette politique de tolérance zéro, elle va de pair avec la fin du programme d'accueil des réfugiés. L'idée, c'est de dissuader en poursuivant tous les adultes qui tentent de traverser le Rio Grande, donc c'est cette frontière naturelle qui sépare les États-Unis et le Mexique, en leur disant, même si vous êtes accompagné d'enfants, vous n'allez pas être protégés. Donc ce qui se passait, c'est que lorsqu'on était sous Obama avant Trump, les familles étaient placées ensemble dans des centres de détention en attendant d'être soit renvoyées, soit d'obtenir potentiellement l'asile pour rester aux États-Unis. Et à partir de ce moment-là, Trump dit non, nous allons vous séparer, et c'est une manière de jouer les gros bras. Alors que son premier mandat s'achève, on se rend compte qu'une des promesses phares du candidat Trump n'a pas été tenue, la construction d'un mur. Alors Donald Trump a été élu sur la construction d'un mur entre les États-Unis et le Mexique. We're going to have strong, incredible borders. We're going to build a wall. It's going to be built. En réalité, cette promesse de campagne, il va la tenir qu'en partie, voire même quasiment pas du tout. Il n'y a que quelques centaines de kilomètres de murs qui ont été mis en place, et c'est principalement
des grilles surmontées de barbelés. La réalité, c'est que la frontière, on en parle de moins en moins au fur et à mesure de son mandat. Il se passe tellement de choses, entre autres une pandémie mondiale à partir de la fin 2019, début 2020. Clairement, c'est quelque chose que les Américains ont un petit peu laissé de côté pendant quelques mois. En 2020, c'est Joe Biden qui remporte l'élection présidentielle. Dès le mois de novembre 2022, Donald Trump annonce sa candidature en vue de l'élection de 2024. Et l'immigration va rapidement, à nouveau, s'imposer comme thème de campagne. On est en sortie de Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur boulot, il y a des économies qui sont presque à l'arrêt et un regain des flux migratoires qui est une conséquence de cette pandémie mondiale. Le résultat de tout ça, c'est qu'on a de plus en plus d'entrées illégales et que le thème de l'immigration s'installe à nouveau comme une priorité dans les débats pour la présidentielle. Trump va jouer la surenchère à fond. La promesse, c'est qu'avant la fin de son mandat, il ait quasiment déporté toutes les personnes présentes illégalement sur le territoire américain, soit environ 10 à 11 millions de personnes, et ce, en utilisant potentiellement l'armée, en la déployant, et en reprenant la construction du mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets. Le 10 septembre 2024, lors du débat présidentiel qui l'oppose à Kamala Harris, Donald Trump accuse les immigrés haïtiens de la ville de Springfield de manger des animaux domestiques. Cette rumeur est rapidement démentie par les autorités de la ville, mais elle va continuer d'alimenter le débat sur l'immigration. C'est évidemment une fake news et l'idée c'est d'appuyer sur le fait qu'il y a cette forte communauté haïtienne qui travaille et qui prend de plus en plus de place dans cette ville de Springfield et d'appuyer sur la frustration potentielle des habitants de la région dans un contexte de difficultés économiques. Plus tard, il y aura le candidat à la vice-présidence J.D. Vance qui va avouer en fait que c'était faux et monté de toutes pièces et qu'il en avait conscience, qu'il l'avait fait avant tout afin de remettre la question de l'immigration au premier plan. Donald Trump est finalement élu 47e président des États-Unis le 5 novembre 2024. Dès son élection, les tensions à la frontière avec le Mexique montent. Les migrants ont peur de ne plus pouvoir passer. Le républicain est investi le 20 janvier suivant et dès ce jour-là, il signe plusieurs décrets pour stopper l'immigration. Il déclare l'état d'urgence national à la frontière sud et y envoie des militaires. Il met aussi fin au droit d'asile, ce qui a des conséquences directes pour les milliers de personnes qui veulent rentrer aux États-Unis. Lesquelles ? Les personnes qui sont principalement concernées par cela, ce sont les demandeurs d'asile qui attendaient de l'autre côté de la frontière un rendez-vous avec les autorités américaines afin de faire avancer leur dossier. Elles passaient, ces personnes-là, par une application qui s'appelait CBP One, sur laquelle elles devaient attendre des mois et des mois pour obtenir un rendez-vous afin de traverser la frontière le temps d'un rendez-vous. En fait, cette application a été supprimée du jour au lendemain, donc ces personnes-là se sont retrouvées abandonnées, certaines sont rentrées dans leur pays d'origine, d'autres attendent encore de l'autre côté dans des villes comme Ciudad Juárez, grande métropole du côté mexicain de la frontière. Mehdi Bouzouina, vous vous rendez à ce moment-là à Eagle Pass, une petite ville frontalière au sud-est du Texas. Comment est l'ambiance là-bas ? C'est une ambiance très pesante. On est dans un climat de dénonciation. J'ai par exemple l'anecdote d'un manager d'hôtel qui me confie qu'il se réserve le droit d'appeler un garde-frontière dont il a le contact direct pour dénoncer un client qui lui semblerait suspect. Dans ses décrets signés au moment de son investiture, Donald Trump annonce aussi la fin du droit du sol, principe qui se trouve inscrit dans la Constitution américaine. Les enfants nés aux États-Unis de parents étrangers n'auront plus la nationalité états-unienne. Mais ce décret est très vite retoqué par la justice. C'est un décret qui a été signé dès le 20 janvier, donc dès son retour à la Maison-Blanche. Il supprime le sacro-saint droit du sol, qui est pourtant protégé par le 14e amendement de la Constitution américaine. Donc c'est censé être un principe intouchable. Dans ce cadre-là, Donald Trump, il a des avocats, il sait très bien ce qu'il est en train de faire. Il y a un juge fédéral qui bloque très vite cette décision de l'administration Trump de finalement mettre un terme au droit du sol. Et on le suspecte de tester les limites du système politique américain et de la séparation des pouvoirs. Il a plusieurs fois assumé publiquement se réserver le droit de respecter ou non les décisions judiciaires sur sa politique, même celle de la plus haute juridiction américaine qui est la Cour suprême. La nouvelle administration va aussi mettre en scène des arrestations partout sur le territoire. La police de l'immigration, nommée en anglais ICE, va cibler les villes sanctuaires, ces villes qui sont surnommées ainsi parce que les immigrés sans papier y sont protégés. Mehdi Bouzouina, on peut parler d'opération de communication, n'est-ce pas ?
Ce sont des opérations qui semblent être mises en scène, c'est assez impressionnant. On a plusieurs personnes lourdement armées qui frappent violemment à la porte de personnes suspectées d'être présentes illégalement sur le territoire. Souvent, ça va éveiller tout un quartier. Clairement, il y a une dimension communication non négligeable sur ces opérations-là. Il y a une personne qui représente toute la dimension répressive de cette politique, c'est Tom Homan, le tsar de la frontière nommé par Donald Trump pour piloter toute cette politique migratoire, et il va avoir des mots très durs, dire qu'il n'y a plus de lieux sanctuaires, les églises ne sont plus des lieux où, entre guillemets, les migrants peuvent se cacher, les enfants de migrants ne sont pas non plus protégés plus que d'autres personnes. Clairement, on est monté d'un ton par rapport au premier mandat. On l'a dit, l'objectif de Trump, c'est d'expulser des millions de personnes entrées illégalement sur le territoire américain. Le 16 mars, son administration va envoyer vers le Salvador plus de 200 personnes qui sont accusées d'être membres de gangs vénézuéliens. Elles sont emprisonnées dans des conditions très dures et cela va être fortement critiqué. Oui, toute cette politique-là fait partie d'un deal qui est parvenu à décrocher Donald Trump avec le dirigeant du Salvador, Nayib Bukele. En fait, en échange de $6 millions, le dirigeant de ce pays d'Amérique centrale promet d'incarcérer les migrants déportés dans des prisons de très haute sécurité qui s'apparentent à des prisons pour détenir des personnes terroristes. Ce centre qui a beaucoup fait parler, c'est le CECOT, C-E-C-O-T. Et en fait, on a vu plusieurs photos qui sont sorties, qui ont été largement diffusées par l'administration Trump, où l'on voit des détenus, souvent très tatoués, qui sont simplement vêtus d'un caleçon, enchaînés les uns aux autres, par terre, accroupis dans des positions dégradantes. Ces personnes-là, elles ont été visées en particulier parce qu'elles avaient des tatouages ou des habits qui pourraient faire penser à une appartenance à un gang, mais elles n'ont pas bénéficié de ce qu'on appelle le due process en anglais, donc c'est-à-dire un procès juste en fait. Elles ont été envoyées sans véritable procédure juridique adéquate, un peu du jour au lendemain. Et c'est ça qui est dénoncé par les ONG et aussi par l'opposition politique américaine. Parmi ces personnes expulsées, un Salvadorien, Kilmar Abrego Garcia, 29 ans. Il est arrivé aux États-Unis en 2011 et il vivait légalement dans le Maryland depuis une décision de justice de 2019. Mais il va quand même être arrêté et envoyé dans cette prison du Salvador. C'est un jeune Salvadorien de 29 ans qui habite dans le Maryland et qui est marié à une Américaine et père de 3 enfants. Certes, il est arrivé illégalement aux États-Unis en 2011 pour, dit-il, fuir la violence des gangs, notamment un gang qui s'appelle le MS-13, qui menaçait sa famille. Il a obtenu un statut légal par la suite et il aurait été visé parce qu'il possédait des tatouages que l'administration américaine estimait être des tatouages d'appartenance à un gang, et une casquette des Chicago Bulls, qui est souvent une casquette qui est portée par des personnes de ce gang-là, ce qui semble être des indices assez légers pour envoyer quelqu'un dans une prison de haute sécurité. Le 10 avril, la Cour suprême va juger cette expulsion illégale à l'unanimité, mais Donald Trump, même s'il reconnaît une erreur, ne compte pas extraire Kilmar Abrego Garcia de cette prison. On l'a dit tout à l'heure par rapport au droit du sol, ce n'est pas la seule mesure prise par Donald Trump qui est rapidement retoquée par la justice. Quelle est l'attitude du président américain vis-à-vis du pouvoir judiciaire ? Donald Trump a une attitude à la fois ambiguë et désinvolte vis-à-vis du système judiciaire américain et de la séparation des pouvoirs sur laquelle repose l'équilibre de la démocratie américaine. Récemment, et à plusieurs reprises, il a évoqué le fait qu'il n'était pas sûr qu'il avait besoin de respecter les décisions de la Cour suprême. Typiquement, la Cour suprême a clairement indiqué qu'il fallait Kilmar Abrego Garcia soit rapatrié, et l'administration Trump, malgré le fait qu'elle a reconnu cette erreur, refuse de rapatrier Kilmar Abrego Garcia aux États-Unis. En plus des migrants, Donald Trump commence aussi à s'attaquer aux étudiants étrangers. Dès le mois de mars, des centaines d'entre eux ont appris que leurs visas ont été révoqués. Qu'est-ce qu'il s'est passé, Mehdi Bouzouina ? Ces révocations de visas font partie d'un programme qui s'appelle Catch and Revoke, soutenu par le secrétaire d'État Marco Rubio. Et en fait, ils utilisent des outils d'intelligence artificielle pour détecter des activités en ligne qui iraient à l'encontre des États-Unis ou de ses alliés, notamment sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être des commentaires, des publications jugées antinationaux. Ça a concerné 1500 étudiants dans environ 250 universités américaines, donc c'est pas négligeable. Il faut imaginer des étudiants qui sont partis à l'autre bout du monde, qui ont obtenu un visa, qui sont en cours d'année d'études et qui reçoivent un jour une lettre leur disant que leur visa a été révoqué et qu'ils doivent quitter le territoire. Donc c'est quelque chose d'assez violent et souvent il y a assez peu de justification, donc ça rend la chose encore plus violente. Plusieurs d'entre eux ont même été arrêtés, notamment après avoir participé à des manifestations pro-Palestine. Il y a un étudiant qui est un peu le symbole de cette répression des manifestants, c'est Mahmoud Khalil, qui a 30 ans et qui est une des figures du mouvement pro-palestinien aux États-Unis. Il a été arrêté en mars sur le campus de la prestigieuse université Columbia à New York, et c'est une affaire qui a fait
coulé beaucoup d'encre parce qu'elle a été considérée comme une affaire purement politique. C'est un résident permanent, donc il bénéficie quand même d'une certaine protection normalement. Et ses avocats, ils dénoncent une violation de la liberté d'expression et ils font appel actuellement, donc c'est un procès qui est en cours. Concernant ces étudiants, les révocations de visa semblent s'être calmées et l'administration a annoncé qu'ils bénéficieraient peut-être de mesures assouplies. Ces dernières semaines, les autorités ont aussi expulsé 3 enfants en bas âge qui avaient la nationalité américaine. Ils ont en fait été arrêtés avec leurs parents qui, eux, étaient sur le territoire américain de manière illégale. Mi-avril, Mehdi Bouzouina, vous vous rendez au sud du pays, à la frontière avec le Mexique. C'est comment là-bas ? C'est un peu la même sensation qu'à Eagle Pass quelques mois plus tôt, la sensation d'être dans une ville plus ou moins fantôme, sauf que là on est dans une agglomération de près de 2 millions d'habitants. On sent que la ville vit au ralenti. Très régulièrement on voit des pick-up des gardes frontières, donc ces pick-up blancs et verts qui patrouillent dans les rues et qui font peur aux habitants. C'est une zone où il y a les principales associations d'aide aux migrants et aussi les principaux centres de détention où transitent les personnes en attente de décision sur leur statut migratoire. Et ce qu'on vous dit sur place, c'est que les centres de détention sont pleins. Parmi les personnes que j'ai interrogées, il y a une jeune femme de 22 ans qui a fui son pays d'origine, l'Iran, pour obtenir l'asile aux États-Unis. Et elle est dans un cul-de-sac administratif. Elle m'expliquait que les détenus sont les uns sur les autres, ils n'ont pas vraiment d'intimité, qu'elle doit se lever à 5h30 du matin afin de prendre le petit déjeuner parce qu'il y a tellement de monde qu'ils font tout un tas de services, ou encore que c'est presque impossible de passer un coup de téléphone, quelques minutes seulement par jour. Et une des raisons qui explique la surpopulation carcérale de ces centres de détention, c'est le fait que Donald Trump a promis d'arrêter une politique qu'on appelle catch and release, donc attraper et relâcher, qui était mise en place notamment sous Obama ou Biden, où en fait une personne qui était arrêtée car suspectée d'être présente illégalement était relâchée et finalement devait comparaître à son procès, mais n'était pas dans un centre de détention en attendant. Et donc, étant donné qu'à chaque fois qu'il y a un doute, on envoie quelqu'un dans un centre de détention, on se doute qu'assez vite, on se retrouve avec beaucoup trop de monde. La réalité, c'est que même l'administration Trump fait du catch and release très discrètement. Elle relâche quelques personnes suspectées d'être présentes illégalement parce qu'il n'y a juste plus de place dans ces centres de détention. Mehdi Bouzouina, on en parlait au début de cet épisode. Où en est le mur que promet Donald Trump depuis des années ? Donald Trump a promis de finir ce mur durant son mandat. Ça semble assez irréaliste. Aujourd'hui, la frontière et le dispositif de protection de la frontière reposent surtout sur des agents qui patrouillent dans des zones où potentiellement il peut y avoir des passages sans que personne ne voit. Et c'est plus le mur quelque chose de symbolique. C'est extrêmement coûteux. Par exemple, à la mi-mars, il y a un contrat qui a été signé pour construire à peine plus de 10 km de mur pour 70 millions de dollars. Le 16 avril, dans une interview sur la chaîne américaine conservatrice Fox News, le président américain explique vouloir lancer un programme d'auto-expulsion. Qu'est-ce qu'il entend par là ? Au fond, c'est un peu la stratégie de l'administration Trump, c'est faire peur pour que les migrants présents illégalement sur le territoire partent d'eux-mêmes. Une manière de les aider à prendre cette décision, entre guillemets, c'est de leur donner un peu d'argent, ici environ $1000, et un billet d'avion pour qu'ils puissent retourner dans leur pays d'origine. On en revient maintenant au mardi 29 avril et à cette mise en scène devant la Maison-Blanche. À l'occasion de la célébration de ses 100 premiers jours de mandat, le président américain a signé des nouveaux décrets pour accélérer la chasse à l'immigration. Son administration a aussi assuré avoir arrêté depuis le mois de janvier 139 000 migrants. Mehdi Bouzouina, on est loin des 1 million promis par Trump. C'est un chiffre significatif, 139 000 migrants, mais c'est évidemment très loin de cet objectif d'1 million qui semble irréaliste sur un an. Cette promesse donc de faire cette plus grande opération de déportation de l'histoire, elle se heurte à des contraintes logistiques, notamment un manque de personnel, un manque de moyens, dans un contexte où on essaye de faire des économies, mais aussi ils font face à des défis juridiques et diplomatiques, notamment le fait que les pays d'origine n'acceptent pas les retours. Pourtant, le nombre d'entrées dans le pays a fortement baissé. C'est une guerre de com qui est mise en place par Donald Trump, mais on peut quand même estimer que cette guerre de com qui vise à désinciter les candidats à l'entrée illégale, elle fonctionne. En mars 2025, donc 2 mois après sa prise de fonction, on était à environ 7100 passages à la frontière. C'est 95% de moins qu'au même mois, un an auparavant, sous Joe Biden. Merci à Mehdi Bouzouina. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Pénélope Gualquierotti, Clémentine Spiller et Oriane Gendreau. Réalisation Julien Moncouquiol.
Si vous aimez Code Source, pensez à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi écouter notre podcast Crime Story. Claudia Prolongeau et Damien Delseny vous racontent tous les samedis une nouvelle affaire criminelle.